Pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui. Voici comment le président Félix a humilié ce journaliste hypocrite français. Cette interview était passée sur la chaîne télévisée française NC, mais depuis lors, la vidéo a été supprimée de la chaîne. Ils ont juste laissé un court extrait de quelques secondes. Écoutez le message du président et on revient après. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande C'est différence. vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voyez-vous ça? Non, je ne le sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Et vous? Voilà les choses qu'on ne veut pas que vous puissiez entendre. Vous avez maintenant compris pourquoi la vidéo a été supprimée de la chaîne. Aucun média français, ni télévision française n'a eu le courage de publier cette vidéo. Ils font semblant de ne pas voir la vidéo. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Le président Félix vient juste de dire la vérité. La différence entre la Russie et l'Occident, c'est que l'Occident donne de l'aide à l'Afrique, donc de l'argent, mais la Russie donne les choses qui peuvent aider au développement de l'Afrique. Et pourtant, il n'y a aucun pays du monde qui a été développé par les aides étrangères. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le président Félix a souligné que les médias occidentaux peuvent publier tout et n'importe quoi, tant qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, faites très attention à ce que vous voyez sur Internet. Prenez d'abord le temps de vérifier les informations avant de les partager avec d'autres personnes. Nous sommes de plus en plus contents de voir que beaucoup d'Africains prennent conscience de la réalité des choses aujourd'hui. Et nous savons qu'un jour, tout le monde se réveillera et apprendra la vérité. C'est à ce moment-là que l'Afrique se développera. Si vous appréciez nos efforts pour le changement et le développement de l'Afrique, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification. Pour ne rien rater. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais.
Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne ont conduit à la destruction complète de l'État. Au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu, au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire dans l'abîme de la guerre civile, qui a duré plusieurs années et se poursuit encore, la tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les États-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis il s'est avéré que tout cela était une manipulation, du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant, mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes, des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas, en plaies que sont le terrorisme international et l'extrémisme. Tout ce que j'ai évoqué en est l'exemple le plus flagrant, mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale, peut-être, mais quand même pas à ce niveau-là.
Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, c'est ainsi. Mais il ne faut pas jouer les modestes. Les États-Unis restent un grand pays, une puissance avec un rôle moteur. Tous leurs satellites non seulement leur donnent raison, avec résignation et humilité, ils se joignent à leur rhétorique pour n'importe quelle raison, mais ils copient également leur comportement. Ils acceptent avec enthousiasme les règles proposées. Par conséquent, nous avons toutes les raisons d'affirmer avec certitude que l'ensemble de ce qu'on appelle le bloc occidental, formé par les États-Unis à leur image, est, dans cet ensemble, cet empire du mensonge. Quant à notre pays, après l'effondrement de l'URSS, malgré toute l'ouverture sans précédent de la nouvelle Russie moderne, la volonté de coopérer honnêtement avec les États-Unis et d'autres partenaires occidentaux, et dans les conditions d'un désarmement quasi unilatéral, ils ont immédiatement essayé d'aller jusqu'au bout, de nous achever, de nous détruire complètement. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90, au début des années 2000, lorsque l'Occident, dit collectif, a soutenu très activement le séparatisme et les gangs de mercenaires dans le sud de la Russie. Quels sacrifices, quelles pertes, tout cela nous a-t-il alors causé? Quelles épreuves avons-nous dû traverser avant de briser définitivement le terrorisme international dans le Caucase? Nous nous en souvenons et nous ne l'oublierons jamais. En fait, jusqu'à récemment, ils n'ont cessé de chercher à nous utiliser dans leurs propres intérêts, de détruire nos valeurs traditionnelles, de nous imposer leurs pseudo-valeurs, ce qui nous consumerait, nous, notre peuple, de l'intérieur. Ces attitudes qu'ils imposent déjà agressivement dans leur pays et qui conduisent directement à la dégradation et à la dégénérescence, car ils contredisent la nature humaine. Cela n'arrivera pas et personne n'y est jamais arrivé. Cela ne fonctionnera pas non plus maintenant. Malgré tout, en décembre 2021, nous avons une nouvelle fois tenté de nous mettre d'accord avec les États-Unis et leurs alliés sur les principes pour assurer la sécurité en Europe et le non-élargissement de l'OTAN. Tout cela en vain. La position américaine ne change pas. Ils ne considèrent pas comme nécessaire de négocier avec la Russie sur cette question clé pour nous. Ils poursuivent leurs propres objectifs et négligent nos intérêts. Et bien sûr, dans cette situation, nous nous demandons, que faire ensuite? À quoi s'attendre? L'histoire nous apprend qu'en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a tenté d'empêcher, ou du moins de retarder, la guerre par tous les moyens. Pour ce faire, elle a essayé littéralement jusqu'à la dernière minute de ne pas provoquer un agresseur potentiel, n'a pas pris ou reporté les mesures les plus nécessaires et les plus évidentes visant à se préparer et repousser une attaque inévitable. Et les mesures qui ont finalement été prises étaient dramatiquement tardives. En conséquence, le pays n'était pas prêt à faire face à pleine capacité à l'invasion de l'Allemagne nazie qui attaquait notre patrie sans déclaration de guerre le 22 juin 1941. L'ennemi a été arrêté, puis écrasé, mais à un coût colossal. La tentative d'amadouer l'agresseur à la veille de la Grande Guerre patriotique s'est avérée être une erreur qui a coûté cher à notre peuple. Au cours des premiers mois de la guerre, nous avons perdu de vastes territoires stratégiquement importants et des millions de personnes. Nous ne ferons pas une telle erreur une deuxième fois. Nous n'en avons pas le droit. Ceux qui revendiquent la domination mondiale publiquement, en toute impunité et, je le souligne, sans aucune justification, nous déclarent, nous, la Russie, leur ennemi. En effet, ils disposent aujourd'hui de grandes capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires. Nous en sommes conscients et nous évaluons objectivement les menaces qui nous sont adressées constamment dans le domaine de l'économie.
ainsi que notre capacité à résister à ce chantage impudent et permanent. Je le répète, nous les évaluons sans illusion, de manière très réaliste.